un peu d'indulgence parce qu'il est jamais très facile d'intervenir en public, mais en plus avec le principe de la visio, c'est encore un peu plus compliqué. N'hésitez pas, alors je vais faire ma présentation, n'hésitez pas, je pense qu'il y a un petit temps après qui est prévu pour ça, pour poser des questions, mais n'hésitez pas à intervenir si vous pensez que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et puis voilà, on va essayer de rendre ça le plus vivant possible, même si le support visio est parfois un peu compliqué pour ça. Donc, le sujet du jour, c'est préparer sa retraite. Bon, même si nous sommes tous relativement jeunes, on peut penser qu'on a le temps, mais au plus on s'y prend tôt et au moins l'effort est important. Vous verrez au cours de la présentation avec certains chiffres que si on ne prévoit pas tout ça, le réveil au moment du passage à la retraite peut s'avérer douloureux. Le programme donc vous a été présenté en gros par Nicolas. Donc on va faire une petite introduction avec une rapide présentation de notre cabinet et les différentes phases patrimoniales qu'on peut avoir au cours de notre vie. Donc on va rapidement parler quand même de la retraite obligatoire avec la retraite de base et la retraite complémentaire. Mais bon, il est quand même assez important de savoir comment cela fonctionne. Et donc ensuite, on passera sur les retraites facultatives, donc par capitalisation avec le PER. Et ensuite, donc, Nicolas vous présentera comment se constituer un patrimoine grâce à l'immobilier. Donc, notre cabinet, donc, très rapidement, il a été fondé en 2008 par notre patron, Romain Muraille. Donc, nous sommes actuellement une dizaine de collaborateurs. Donc, Nicolas vient de nous rejoindre et on en est ravis. On pense qu'on a fait une bonne recrue. On gère environ 600 familles. Alors, on parle en termes de famille parce que vous allez voir notre métier plus en détail après. Et on gère donc 130 millions d'euros pour l'ensemble de nos clients. Quand l'expert comptable va avoir une vision plus axée sur l'entreprise, au sein du cabinet Valetis, nous travaillons en collaboration avec les experts comptables, mais avec une vision plus axée sur le chef d'entreprise et sur sa famille. Donc, c'est complémentaire à l'expert comptable. On est un métier qui est relativement neuf. En France, le métier de conseiller en gestion de patrimoine existe en gros depuis 25 ans. Et donc, quand l'expert comptable, donc pour préciser, lui va avoir très souvent, alors chez Adesio, il y a aussi une vision plus globale, mais très souvent, les experts comptables restent centrés sur l'entreprise, ils s'occupent très bien de ça, et ensuite, l'efficacité d'un point de vue personnel peut être négligée. Donc, nous, on va être là en complément de l'expert comptable. On n'est pas en concurrence, pas du tout, sinon on ne nous laisserait pas faire de présentation. Et on va arriver après, une fois que les revenus sont passés de l'entreprise vers le patrimoine privé. Les différentes phases patrimoniales, donc, alors c'est un schéma qui est plutôt simple et qui peut être même simpliste, mais on peut intervenir à différentes phases. Nos clients viennent nous voir à différentes phases. Donc il y a deux phases sur lesquelles nous n'avons aucune prise, c'est la naissance et le décès. Donc ça, c'est valable pour tous nos clients, mais on ne peut pas intervenir. Nous, on va intervenir soit dans la phase 1, donc qui est dans la phase d'accroissement du patrimoine. Alors là, l'accroissement, le principal moteur, ça reste bien sûr l'activité professionnelle. On ne peut pas travailler à la place des gens. Par contre, on va être là pour que l'enrichissement se fasse de la manière la plus efficace possible. Alors là, on va parler de fiscalité, mais on va parler de plein d'autres choses. Donc, un enrichissement le plus efficace possible. On va parler aussi de prévoyance, parce que donc les flux existent, mais il faut qu'on s'assure que ces flux soient pérennes, c'est-à-dire qu'en n'importe quelle circonstance, les flux soient suffisants pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille.
Ensuite, il y a un petit sujet sur le régime matrimonial. Mais bon, là, ce n'est pas le sujet du jour. Donc voilà en gros ce qu'on peut s'occuper dans cette première phase. La phase 2, donc là, c'est bien le sujet du jour. Alors là, par contre, c'est très variable, comme le développement du patrimoine. Bon, là, c'est une ligne droite très, très pentue. Donc, bon, on va imaginer donc, que là, l'enrichissement est optimum et fort intéressant. Donc, il y a un passage à la phase 3, donc qui va être la phase de retraite, et cette phase est la phase la plus importante. Et souvent, on se rend compte que c'est le moment où les clients viennent nous voir. Donc après, c'est en fonction de la volonté de chacun. Ça peut être à 50 ans, à 55 ans, à 62 ans, à 67 ans, voire bien plus tard, parce que maintenant, les gens sont tellement en bonne santé qu'ils travaillent encore plus tard. Donc là, c'est le gros de nos clients. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont constitué un patrimoine et ils veulent s'assurer qu'il va leur en rester assez à la retraite. Et donc la retraite, c'est la phase 3. Donc comme je vous disais, on va s'assurer que le patrimoine va leur permettre d'avoir des revenus suffisants en toutes circonstances. Il va y avoir un sujet aussi sur la protection du conjoint survivant, c'est-à-dire au décès du premier des deux, que celui qui reste, et en toutes circonstances, c'est pareil, ce qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins. Et ensuite, une fois qu'on s'est assuré de tout ça, s'il existe un patrimoine excédentaire, plutôt qu'il vienne s'accumuler avec une fiscalité colossale, et on peut le voir sur certains clients, aussi bien au long de sa vie qu'ensuite au moment de la succession, on va pouvoir envisager une transmission de ce patrimoine excédentaire. C'est là qu'on voit donc la petite ligne en pointillé, où on peut se rendre compte que le patrimoine à ce moment-là diminue. Alors ce n'est pas qu'il diminue, mais c'est qu'on est en train de le transmettre aux générations suivantes. Voilà grosso modo à quel moment le cabinet Valetis peut intervenir. Tout ça fait partie de nos missions. Chacun, donc on est une petite dizaine, chacun a des spécificités. Donc par exemple, Nicolas, ça va être plutôt l'immobilier. Pour d'autres, ça va être les placements financiers. Donc là, voilà, on profite de l'expérience de chacun. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation du cabinet Valetis, sinon après ça va ressembler à de la publicité. Donc on va venir au sujet du jour avec donc la retraite. On va vous présenter donc les 3 piliers de la retraite en France. Donc ça va être ma partie. Nicolas, ça sera encore un autre sujet. Donc il y a la retraite de base et la retraite complémentaire, que l'on nomme la retraite obligatoire. Et ensuite, donc, on va passer à la retraite par capitalisation ou retraite supplémentaire. Il faut savoir qu'en France, la retraite de base et la retraite complémentaire, donc bon, je ne vais pas répéter ce qui est écrit, c'est 95% des prestations retraite, donc on peut quasiment dire que c'est la totalité des prestations retraite qui sont versées en France. Selon vous, combien existe-t-il de régimes de retraite différents en France? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter en termes de nombre? Une centaine. C'est un peu excessif. On a quand même 42 régimes de retraite différents en France. C'est énorme. Tous les gouvernements ont essayé d'uniformiser au maximum. La dernière fois, donc, c'était en 2020. Les événements ont quelque peu ralenti le processus. Là, je vais vous montrer rapidement, parce que c'est quand même pas le sujet de faire un détail sur chacune caisse de retraite, mais je vais vous montrer les différentes caisses de retraite pour chaque catégorie. Donc là, vous avez pour les salariés, donc déjà on voit qu'il y en a quelques-unes en fonction qu'ils proviennent de l'agriculture
ou d'autres domaines. Donc là, on a pour les salariés. Là, donc ça vous concerne peut-être un petit peu plus, même certainement, c'est les caisses de retraite pour les travailleurs indépendants. Donc, bon, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y a des professions libérales parmi les gens qui nous écoutent ou c'est plutôt des artisans commerçants? Cédric, peut-être, tu as peut-être plus cette vision sur ça. On a des professions libérales et on a des artisans commerçants, mais plutôt professions libérales ou alors chefs d'entreprise. D'accord. Donc, bon, on voit que maintenant, pour les artisans et les commerçants, c'est la même caisse que pour les salariés, en tout cas pour le régime de base. Donc, on va dans ce sens de cette uniformisation. On n'y est pas encore, hein, clairement. Et c'est surtout visible avec les professions libérales, où on se rend compte qu'en fonction de l'activité, toutes les caisses sont différentes. Et bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle, ont des règles différentes. Alors, il y a des caisses qui sont très bien gérées, donc qui surtout ne veulent pas de cette uniformisation. Et il y a des caisses qui sont un peu moins bien gérées, voire beaucoup moins bien gérées. Et là, par contre, bon, elles voient l'uniformisation d'un bon œil. Tous les gouvernements s'y sont essayés, y compris celui qu'on a actuellement. Bon, je pense que là, maintenant, c'est peut-être pas le sujet prioritaire, bien que quand même, il y a bien un moment où il va falloir qu'on s'en préoccupe. Mais bon, on voit quand même qu'il y a quand même encore du travail. Pour les fonctionnaires, bon, je pense qu'il ne doit pas trop y en avoir parmi nous, mais voilà, bon, pour la culture générale, voilà les différentes caisses de retraite. Et toujours pour notre culture générale, alors ce n'est pas forcément ce qui fait le plus plaisir, on entend beaucoup parler, mais ce sont les régimes spéciaux. Donc, bon, on voit qu'il y en a une grosse partie donc, qui concerne les fonctionnaires, aussi bien les fonctionnaires d'État que les fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Et ensuite, ben, il y a différentes caisses pour les régimes spéciaux. Donc, bon, on ne va pas trop les critiquer parce que dans nos clients, on a pour chacun des exemples. Mais bon, voilà, on sait qu'il y a certains régimes spéciaux qui sont particulièrement avantageux, d'autres, bon, qui sont des régimes spéciaux avec des règles spéciales, mais qui ne sont pas, il ne faut pas non plus voir le mal partout, mais qui ne sont pas plus avantageuses que d'autres. C'est juste pour certaines qu'elles sont bien gérées, donc elles veulent garder leur caractère. Mais on se rend compte quand même, quand on parlait tout à l'heure d'uniformisation, que ces différents régimes spéciaux représentent plus de 9 millions des Français. Donc voilà, donc, j'insiste encore, mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Chaque caisse de retraite a son propre fonctionnement. Pour les règles de calcul, c'est en fonction, dans un premier temps, de l'âge. Donc, chacune peut avoir des âges différents. Alors, bon, il y a certaines caisses, comme par exemple pour l'Opéra de Paris, où c'est vrai que ça commence très tôt. Mais bon, on peut comprendre qu'une danseuse à 45 ans, ça commence à devenir un peu compliqué. Il y a la grande majorité, ça reste quand même entre 60 et 67 ans. Donc, les règles de calcul varient donc, en fonction de l'âge, en fonction du taux de pension versé et en fonction de la durée de cotisation. Donc, on a des calculs différents pour chaque caisse. On a ensuite deux calculs différents. Il y a la partie qui est la retraite de base. Donc là, elle est calculée en fonction du revenu annuel moyen. Donc pour calculer ce revenu annuel moyen, on va prendre les 25 meilleures années. Ça va dépendre aussi, pour le calcul de la retraite de base, de la durée d'assurance, donc du nombre de trimestres. En fonction des caisses, c'est entre 150 et 172 trimestres. En fonction des caisses et en fonction des années de naissance, parce qu'on voit que les mesures qui sont prises, on ne peut pas prendre une mesure à un moment T sans se préoccuper qu'il y a des gens qui sont bientôt à la retraite et il y en a pour qui c'est beaucoup plus tardif. Donc, il y a une variation entre 150 et 172 trimestres. Et ensuite, il y a le taux de pension. Donc là, par contre, le taux de pension, en fonction de si l'on a acquis
les durées nécessaires et en fonction du revenu. Et là, par contre, si on cotise moins ou moins longtemps, on peut avoir une décote. Et si on cotise plus longtemps, on a une surcote. Alors, la décote peut être assez importante, la surcote beaucoup moins importante. Donc, on a surtout découragé les gens à s'arrêter avant. Il y a une petite motivation pour continuer à travailler, mais enfin, ce n'est pas quand même quelque chose qui représente des sommes énormes et en plus, c'est souvent limité dans le temps. Cette partie de retraite de base représente environ 50% du revenu annuel moyen. Donc, le revenu annuel moyen, je me répète, c'est le revenu qui est calculé sur les 25 meilleures années et en gros, on a 50% du revenu annuel moyen. Là, je parle en brut. Pour le calcul de la retraite complémentaire, donc là, on peut dire qu'on a un taux plein entre 65 et 67 ans, toujours en fonction des régimes, même si là, on peut avoir certains cas particuliers, par exemple les carrières longues ou les carrières avec de la pénibilité, où le taux plein peut être acquis avant, sous réserve qu'on ait acquis le nombre de trimestres. C'est pareil, c'est toujours en fonction des caisses, donc il est toujours difficile de faire une généralité. Là, ce que j'essaye de faire, c'est vous donner un ordre d'idée et un principe général. La valeur du point, là, elle dépend toujours de la caisse complémentaire. Donc, c'est par exemple l'Argicarco pour les salariés. Ensuite, bon, chacun a sa caisse et la valeur du point dépend toujours de la caisse. Pour avoir un nombre de points, c'est pareil, les cotisations qui sont demandées dépendent de la caisse à laquelle on est rattaché. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans la retraite obligatoire. Ce que juste j'ai essayé de vous faire ressortir, c'est que c'est pas réellement compliqué, bien que chaque régime ait sa spécificité, mais c'est compliqué quand on travaille de pouvoir imaginer les revenus qui vont être les nôtres à la retraite. Même si de gros efforts ont été faits, notamment avec le site internet La Retraite, où là, à partir de 45 ans, et donc bon, 45 ans en règle générale, on ne regarde pas trop, mais quand on arrive en fin de carrière, avec les relevés qui sont normalement centralisés, on arrive à avoir une vision assez clair. Alors, je mets quand même des guillemets parce qu'on peut voir que sur certains dossiers, il y a de grosses erreurs. Mais en règle générale, c'est quand même pas trop mal fait. On ne va pas toujours taper sur les services. C'est quand même plutôt juste dans l'ensemble, en tout cas pour se donner un ordre d'idée des revenus qui vont être les nôtres à la retraite. Le principe, donc, retraite de base, retraite complémentaire. La retraite de base, donc, ça va être calculé sur les 25 années les plus avantageuses entre guillemets. Donc, on va calculer un revenu moyen. Et par contre, pour les retraites complémentaires, ça va être plus un principe par point. Donc, on acquiert un certain nombre de points. Ce point a une valeur et il nous donne droit à une cotisation. Sur ce slide, on va essayer de voir en fonction des catégories le taux de remplacement du revenu à la retraite. Alors, le taux de remplacement du revenu à la retraite, c'est le pourcentage du revenu qui va être perçu par rapport à la dernière année des revenus d'activité. Est-ce que, selon vous, est-ce que vous connaissez le taux de remplacement pour un salarié non cadre? Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Ou alors j'ai perdu tout le monde déjà? 65%. Allez. 65%. Ben, pour un salarié non cadre, c'est un peu mieux, c'est entre 70 et 80%. On peut être surpris, mais en fait, on va voir au fur et à mesure, et ça sera valable aussi pour les autres catégories socio-professionnelles,
Au plus le revenu est important, au plus le taux de remplacement est bas. Donc, pour un salarié non cadre, on peut penser que ses revenus sont relativement bas si on compare par rapport à un salarié cadre. Pour les fonctionnaires, 100% des 6 derniers mois. Vous êtes un peu ambitieux. C'est aussi entre 70 et 80%. Alors, c'est une moyenne. Hein. Il y a certains fonctionnaires qui doivent se rapprocher des fameux 100%. Dans l'ensemble, c'est entre 70 et 80%. Les fonctionnaires, en plus, pour leur retraite, c'est un calcul sur les 6 derniers mois et non pas les 25 meilleures années. Donc, bon, on ne va pas rentrer dans la polémique en se disant que peut-être, en plus, selon les services, pour les 6 derniers mois, il y a des promotions de complaisance, bien que ça existe. Mais en règle générale, le taux de remplacement pour les fonctionnaires est compris entre 70 et 80%. On va rentrer dans ceux pour qui c'est un peu plus compliqué. Pour les salariés cadres, est-ce que vous avez un ordre d'idée? On va dire pareil. 55%. 55%. Alors, pour les salariés cadres, c'est entre 40 et 60%. Toujours pareil, en fonction des revenus que l'on touchait au moment du départ à la retraite, au plus on touche, au plus le taux de remplacement est bas. Donc la moyenne, c'est entre 40 et 60%. Déjà, ça commence un peu à piquer quand même, hein, parce que quand on a des charges et qu'on est habitué à un train de vie, le passage à la retraite, d'autant plus maintenant, et ça sera de toute façon de plus en plus valable, le train de vie ne diminue pas réellement à la retraite. Déjà pour les salariés cadres, mais c'est encore plus vrai pour les indépendants. Pour les indépendants, alors, je ne vais pas vous demander parce que vous allez imaginer que c'est encore bien pire que ça. Et en fait, c'est à peu près équivalent. On est aussi entre 35 et 60%. Toujours pareil, au plus les revenus sont importants, au plus la décote est importante. Et en plus, pour les indépendants, il se passe quelque chose de plus important. C'est que d'un seul coup, l'activité professionnelle, donc c'est valable pour tous, mais c'est encore plus marqué chez les indépendants, on le voit, l'activité professionnelle cesse. Bon, c'est le principe de la retraite. Et un indépendant, souvent, travaille quand même en termes de volume bien plus qu'un salarié. Et du coup, il a plus de temps pour dépenser. Donc, non seulement ses revenus baissent, mais en plus, son train de vie, en tout cas sur les premières années, augmente. Donc, le taux de remplacement est à peu près le même que celui d'un salarié cadre, à peu près, je dis bien. Mais en plus, les besoins augmentent. Donc, la différence entre les deux se retrouve d'autant plus grande. Ce taux de remplacement, c'est très important, il faut bien que vous l'ayez à l'esprit, parce que beaucoup de gens, c'est une habitude qui a été donnée depuis plusieurs générations, beaucoup de gens pensent qu'avec les revenus de la retraite, on s'en sort. C'est déjà compliqué, on va voir maintenant qu'en plus, il y a de fortes chances que ça ne s'arrange pas. Le principe de la retraite obligatoire, donc juste pour la petite historique, c'est un système qui a été créé juste après la guerre pour les personnes se trouvant dans l'incapacité de travailler. Donc, ce n'était pas qu'on avait le choix de s'arrêter de travailler, c'est qu'on ne pouvait plus travailler. Ce système, donc, c'est la retraite par répartition. Pour simplifier, ceux qui travaillent paient les prestations pour les retraités et en échange de cet effort qu'ils font pour payer les prestations des retraités, ils acquièrent un droit à eux-mêmes toucher des prestations quand ils seront à la retraite. C'était quelque chose qui était très valable après la guerre, c'est quelque chose qui l'est un peu moins, et c'est quelque chose qui va devenir fort problématique. Problématique pourquoi? Parce que l'équilibre entre les cotisations et les prestations qui sont versées dépendent de plusieurs facteurs. Alors bon,
le schéma, là, on va dire qu'il est, il est simpliste, mais enfin, dans la balance, il est clair qu'il y a le taux de chômage. Alors bon, là, il y a une petite coquille, il y a 2 fois le taux de chômage, mais bon, c'est pas très grave. Il y a l'inflation et il y a surtout l'espérance de vie à la retraite. Cette question d'espérance de vie, si on compare par rapport à après la guerre, donc en plus où les statistiques d'espérance de vie étaient quand même pas mal faussées par le petit conflit qui venait d'avoir lieu, de toute façon, on voit bien que l'espérance de vie gagne d'année en année. Alors, moins maintenant qu'il y a une vingtaine d'années, mais on pense quand même, et on peut raisonnablement penser, si on oublie tous les virus qui peuvent traîner, que cette espérance de vie va continuer à augmenter. On voit bien donc que la durée pendant laquelle on touche les prestations augmente et les cotisations qui sont versées par les actifs, il y a le chômage, et il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les cotisations, elles, ne varient pas vraiment. Donc, clairement, on voit là déjà, on commence à imaginer qu'il va y avoir un souci. Petite question toujours, est-ce que vous savez combien d'actifs il y avait pour un retraité en 1950 ? À peu près, est-ce que vous avez un ordre d'idée ? Bon, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait. En gros, il y avait 5 actifs, juste après la guerre, 5 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est passé à 2,7 actifs. Alors, le 0,7, bon, c'est la statistique, hein, mais en gros, on va dire qu'aujourd'hui, il y a 3 actifs pour un retraité. Quand on voit les montants des retraites qui sont quand même versés, alors qui ne sont jamais nécessaires, mais qui sont quand même assez importants, on voit bien déjà qu'on commence à être sur une pente qui est savonneuse, glissante, et on se rend bien compte que déjà, il n'y a pas assez d'actifs. Mais si en plus, alors là, ce sont des prévisions de l'OCDE, si on se projette en 2050, on est à moins de 2 actifs pour un retraité. Donc, clairement, notre système de répartition, qui a été créé à une époque où il était tout à fait logique. En plus, ensuite, on a enchaîné avec les 30 Glorieuses. Là, ce principe-là, il était tout à fait bon. On se rend compte maintenant de ses limites et de toute façon, on le sait, il est déficitaire. Il faut que l'État, chaque année, remette de l'argent dans ce système-là. Jusqu'à quand et jusqu'à quelle proportion, ça, c'est l'inconnu. Alors, on se rend compte là, en ce moment, que bon, on peut fabriquer de l'argent, mais je ne suis pas sûr que ça puisse durer encore bien longtemps, et d'autant plus pour les retraites. Donc, tous ces éléments nous laissent penser qu'on va quand même vers une période difficile. Après, à quelle échéance, je vous avoue qu'il y a déjà au moins 1 ou 2 générations, les gens disaient de toute façon la retraite, on ne la paierait pas, on la toucherait pas. Cette génération-là l'a touchée, est décédée, donc bon, jusqu'à quelle échéance, on ne sait pas vraiment. Enfin, on peut imaginer que, pas forcément rapidement, mais selon les âges de certains, bon, c'est un peu compliqué sur une visio d'imaginer les âges de chacun, mais on peut quand même facilement penser que ça va être ce système par répartition va avoir de plus en plus de mal à se financer. Donc, pour compléter ce système par répartition, il y a la retraite par capitalisation. Vous capitalisez chacun avec vos activités. Alors pour certains, ça va être au moment du départ à la retraite une revente d'une société, pour d'autres une revente d'un fonds de commerce, d'une activité. Il y a déjà cette partie-là qui capitalise. Mais de toute façon, il faut quand même que l'on diversifie au maximum cette capitalisation. Donc, on va commencer dans un premier temps par le principe de la retraite par capitalisation. Donc, depuis octobre 2019, il a été mis en place le PER.
ce système a été créé afin de remplacer les systèmes précédents. Donc, alors pour certains, ça a été un Madeleine, pour d'autres, un PERCO, un PERP. On voit bien que ça ne fonctionnait pas très bien, puisque les prestations retraite, ça ne représentait que 5% des prestations qui étaient versées. Donc, les personnes qui se trouvent au pouvoir actuellement ont quand même vu qu'il fallait créer quelque chose de plus simple et de plus souple. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on change complètement ce système de retraite par capitalisation. Et ils ont créé le PER. Donc là, je répète le système de la retraite par capitalisation. On cotise, mais pour sa retraite. On ne cotise pas pour la retraite des autres, on cotise pour sa retraite personnelle. Comme on est en France, on s'est dit on va faire un produit simple, mais comme on est en France, on a dit on va quand même faire plusieurs catégories. Donc il existe 3 PER. Vous avez le PER individuel, donc là, ça va plutôt concerner les travailleurs non salariés, mais ça peut être aussi des salariés qui font ça à titre personnel. Donc là, c'est à titre individuel. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, ça reste facultatif, mais c'est une seule personne, la souscription ne concerne qu'un seul individu. Vous avez ensuite le PER collectif. Donc là, il peut être mis en place au sein de l'entreprise, c'est pour l'ensemble des salariés. Il est bien sûr facultatif, on ne peut pas forcer un salarié à adhérer à un PER collectif, mais c'est par contre pour l'ensemble des salariés, y compris le chef d'entreprise. Là, l'abondement est possible. Et enfin, il y a le PER obligatoire, donc là, il est collectif aussi. Par contre, c'est soit pour l'ensemble des salariés ou on peut le limiter à une catégorie de salariés. On peut imaginer qu'on préférerait privilégier les cadres ou n'importe quelle catégorie objective de salariés. Et là, avec le PER obligatoire, c'est possible. Donc, il est obligatoire et là, toujours, il y a un abondement qui est possible. Sur le fonctionnement, au moment de l'ouverture du PER, donc on verse soit de l'argent avec ses liquidités ou son épargne, soit on peut aussi transférer des contrats retraite qui étaient existants avant, donc ça peut être un Madeleine, ça peut être un PERP, ça peut être un article 83, tout peut être transféré au sein du PER. Il faut faire attention au moment de ce transfert-là, parce que sur les Madeleines, il peut y avoir donc, des tables de mortalité qui sont utilisées pour calculer la rente au moment de la retraite. Ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un réel intérêt de verser le Madeleine vers un PER. Très souvent quand même, mais bon, c'est quand même quelque chose qui nécessite une étude un peu plus approfondie. Au moment de l'ouverture du PER, donc pas sur les fonds qui proviennent d'un Madeleine ou d'un PERP, mais par contre sur l'argent que l'on va verser sur ce PER, on bénéficie d'un avantage fiscal. Alors, c'est à peu près identique à ce qui existait avec le Madeleine, identique, mais ça va dépendre de la TMI, la tranche marginale d'imposition. C'est la tranche à laquelle vous êtes imposé, la tranche la plus haute à laquelle vous êtes imposé. Donc, bon, je pense que ça ne doit pas en concerner beaucoup, mais il y avait la tranche à 14%, qui devient à partir de cette année la tranche à 11%. Il y a ensuite la tranche à 30%, qui concerne la majorité des TNS. Mais par contre, on peut arriver assez facilement à la tranche à 41%, voire à 45%. Cet avantage fiscal permet, alors je vais essayer de vous le faire simple, quand vous versez 1 000 € sur votre PER, en fonction donc de votre TMI, mais on va partir pour la TMI moyenne qui est de 30%, quand vous versez 1 000 € sur ce PER, vous avez une économie d'impôt de 300 € qui peut atteindre 450 € si vous êtes à la tranche à 45%. Hein. Mais bon, 45%, ça commence à faire partie des tranches très très hautes. Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont à la tranche à 41%. Mais bon, la grande majorité, ça reste quand même 30%. Donc, c'est-à-dire que pour 1 000 € que l'on verse sur son PER, en fait, il ne vous en coûte
on va simplifier, que 700 €. C'est un avantage fiscal non négligeable. En fait, on fait un placement pour sa retraite et on a déjà une économie d'impôt au moment du versement. Là, c'est pour les versements. Ensuite, à la sortie, donc il existe quand même des cas de sortie anticipée. Donc, ça peut être pour l'achat de la résidence principale, ça peut être, alors ça c'est le côté un peu sympa. Sinon, après, ça peut être pour des accidents de vie. Bon, bien sûr, le décès, l'invalidité ou une liquidation judiciaire pour un TNS. L'avantage aussi du PER, c'est qu'à la retraite, on peut sortir, et c'est un gros avantage, on peut soit sortir avec un principe de rente, soit en capital, soit à la fois en capital et en rente. Ce principe-là est quand même assez intéressant parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on se rend compte que les besoins sont très importants en début de retraite et peut-être un peu moins les 10 premières années, on a de gros besoins. Les 10 années suivantes, on a un peu moins de besoins. Par contre, on peut avoir des besoins les 10 dernières années avec un EHPAD ou une chose comme ça. Donc, on peut essayer de faire un mix entre la sortie en capital, la sortie en rente. Là, c'est vraiment très souple. C'est quand même aussi l'esprit du père. Aussi bien, même au niveau des versements, on ne s'engage pas à verser obligatoirement tant chaque année. On peut verser 10 000 une année, rien une autre année, 5 000 celle d'après. C'est très souple. C'est quand même aussi un gros avantage du père. En plus de cette sortie en capital, même si les assureurs n'étaient pas trop favorables à cette mesure, ça a été tenu et donc on peut sortir en capital à la fin, au moment du départ à la retraite. C'est un avantage non négligeable. Il y a un petit sujet aussi sur le décès avec un avantage qui peut être successoral, mais là, ça concerne peu de personnes, mais ça reste aussi quand même un gros avantage du PER. En termes de gestion financière, sur un PER, quand on est jeune, on a une longue échéance, donc on peut se dire à la limite qu'on peut prendre un peu plus de risques. Et par contre, au plus on va s'approcher de l'âge de la retraite, au moins on va prendre de risques et on va être sur des actifs beaucoup moins dynamiques, alors avec moins de rendement, mais par contre beaucoup plus sécuritaires. Voilà, donc pour le père, bon, je suis désolé, mais c'est assez... Il a fallu faire assez succinct. Donc, bon, on est bien sûr à votre disposition si vous voulez des renseignements un peu plus importants. Pour le père, la retraite par capitalisation, donc qui était ma partie, c'est terminé. Je vais maintenant laisser ma place à Nicolas qui va nous parler de l'immobilier. Je vous dirai au revoir tout à l'heure et je vais laisser mon écran Christo, ouais, à Nicolas. Hop. Si j'y arrive. Moi, je partage. C'est à côté de quitter. Attends, j'arrive. En haut, à gauche, il y a une flèche, un carré blanc avec une flèche vers le haut. Oui, merci Cédric. Voilà. Je vais y arriver. C'est bon? S'il veut bien, oui. Mets-le un diaporama et ça devrait aller. Il faut que je le mette en diaporama. Là. Tu as 2 écrans? Ouais. Et le diaporama doit se faire sur... choisis bien l'écran. Tu as dû partager... Là. Voilà, la première, la 2. Ouais, fais-moi le, je présente. Tu me le... Ah, ouais. Allez, j'arrive, attendez. Hop, allez, ça va. Ça va être le plus simple. Voilà. Alors, attends, je te mets tes notes. Ah, bam. Allez, super, merci beaucoup. Excusez-nous pour le souci technique. Alors, comme vous l'avez vu avec Christo, la retraite par capi,
par répartition, elle est vouée à s'atténuer, hein, pas forcément à disparaître. On va la garder, la retraite par répartition, mais elle est vouée à s'atténuer. Soit on va rallonger la durée de cotisation, mais bon, vu les mécontents que ça fait, et la traînée que ça prend, voilà, on va surtout baisser ces retraites. Elles vont surtout baisser en termes de montant. Donc, il est important qu'on se constitue une retraite complémentaire individuellement. Alors, cette retraite complémentaire, elle peut se constituer de plusieurs manières, soit avec le PER, une épargne financière, le PER, l'assurance vie, tous les supports financiers que vous connaissez déjà, et qu'il a détaillé Christo, notamment le PER, soit on peut passer par de l'immobilier. Alors, je vais être très basique dans l'immobilier, hein, on va parler de certains régimes fiscaux, de certains régimes locatifs, mais on va surtout revenir sur la base d'un investissement immobilier pour que vous ne commettiez pas d'erreur si vous vous lancez dans ce choix. Alors, déjà, à la base, c'est la pertinence de votre choix, c'est quelle est la rentabilité d'un investissement, d'une épargne financière que l'on peut se faire ou d'un investissement dans l'immobilier. Je vous ai mis à titre d'exemple le rendement d'une assurance vie à 2% si je mets 100 € par mois pendant 20 ans. Sur une assurance vie, je vais me constituer un capital à terme de 29 628 €. J'oublie la fiscalité, l'idée c'est juste de voir quel est le levier fiscal que je peux avoir avec l'assurance vie, avec le PER ou avec l'immobilier locatif. Donc, sur une assurance vie avec un rendement de 2% et 100 € par mois, je vais me constituer une épargne de 29 000 €. Sur un PER, comme on l'a vu avec Christo, sur un PER, en fait, si je mets 100 € sur mon PER, je vais avoir une économie d'impôt de 30% si je suis dans la tranche de la TMI à 30%. Donc, en fait, ça va me coûter réellement 70 €. L'exemple de Christo, c'est de prendre 1 000 € et ça me coûte 700. Là, j'ai fait le raisonnement inverse, c'est-à-dire que si je veux que ça me coûte 100 €, j'aurais mis 143 € puisque je suis dans la TMI à 30. En fait, si je mets 143, réellement, ça me coûte 100 € si je veux comparer avec l'assurance vie. Et donc, en mettant 143 € et avec le même rendement que sur l'assurance vie, j'aurai 42 000 € de capital constitué au bout de 20 ans. Avec le même raisonnement, mais si je suis dans une TMI de 45%, pour prendre le cas extrême, j'épargne 181 €, puisque mon économie d'impôt réellement sera de 81 € par mois et ça m'aura réellement coûté 100 € par mois. Donc là, j'aurai bien entendu, comme je cotise plus tous les mois, j'aurai 53 000 € à la retraite. Et sur mon investissement immobilier locatif, alors j'ai pris un exemple à 6% de rentabilité avec des taux d'intérêt, avec un emprunt sur 20 ans, des taux d'intérêt cohérents avec le moment. Sur 20 ans, je constitue un capital qui, lui, est pratiquement le double de si je fais un PER, c'est-à-dire 113 000 €. Alors j'ai pris aussi un exemple locatif d'une location meublée, mais on aurait pu prendre du non meublé, on aurait eu un peu plus de fiscalité, on va regarder dans le détail, mais voilà. Avec l'immobilier, alors avec les contraintes qui existent dans l'immobilier, chaque support, l'assurance vie, le PER ou l'immobilier, chaque support est différent, chaque support a ses avantages, chaque support a ses inconvénients. Donc, je ne suis pas en train de vous expliquer que l'immobilier est la panacée pour tout le monde. Par contre, il est vrai que c'est celui qui bénéficie d'un effet de levier par le crédit et par la perception de loyer, c'est-à-dire tout simplement par le financement d'une tierce personne de votre investissement, c'est le support qui bénéficie de la meilleure rentabilité. Ça, je pense que vous n'avez pas attendu de me connaître pour le savoir. La seule chose, c'est qu'il faut bien réfléchir avant d'aller investir dans l'immobilier parce qu'il y a des règles à respecter. Et notamment celle de ne pas se focaliser sur un montage fiscal ou un montage financier. Il y a d'abord des règles à respecter dans le choix du bien dans lequel on investit. Donc, je vous ai fait une petite pyramide en respectant, comme si je construisais une maison, je vais prendre mes fondations. La fondation d'un choix immobilier, d'un choix d'un investissement immobilier, c'est d'abord de respecter le choix de l'emplacement. Voilà. La localisation de mon bien, c'est quand même la règle numéro 1 pour savoir si mon investissement est pertinent. Ensuite, je vais faire une étude de marché pour savoir si la typologie des biens sur le marché en question, je réponds bien à la demande, c'est-à-dire est-ce qu'il y a besoin de plus de studios, est-ce qu'il y a besoin de plus de T2, de T3, etc., ou de maisons individuelles. Alors, si on parle d'investissement défiscalisant, la loi Pinel, je vous le rappelle, depuis le 1er janvier 2021, les maisons individuelles ne sont plus éligibles à la loi Pinel, mais en tout cas, ça reste un investissement locatif comme un autre, sauf que je ne suis plus éligible à la loi Pinel. Donc, la base de mon investissement, les critères numéro 1, c'est le choix de la situation, de l'emplacement, et ensuite la typologie de mon investissement et les prestations, la qualité des prestations que je vais mettre à l'intérieur de mon investissement.
Ça, c'est mon étape numéro 1. Mon étape numéro 2, ça va être le prix. Il faut bien que je compare le prix auquel j'acquiers mon bien et le prix du marché. Donc, ça, je pense pareil que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est quand même important de le redire. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est mon montage juridique, fiscal et financier, qu'on va détailler un peu plus maintenant. Vous faites des marchés, vous êtes tous chefs d'entreprise ou profession libérale, vous faites tous des marchés par des vendeurs de Pinel ou des vendeurs de location meublée, on va le regarder. Et quand vous écoutez ces argumentaires-là, on vous met en avant d'abord un montage financier et surtout un montage fiscal. Et c'est pour ça que je voulais revenir sur ce basique-là, c'est que votre montage fiscal, même s'il va optimiser votre investissement, il n'a aucun impact si vous n'avez pas respecté l'étape numéro 1, ce qui est le choix de votre emplacement et le choix du marché. Voilà. C'est-à-dire que celui qui achète à Rennes en logement social, il peut faire du Pinel tant qu'il veut, son rendement, il sera nul. Et si son bien n'est pas loué, s'il est mal placé, il peut mettre le montage juridique qu'il veut, la SCI, la SRL de famille. Si son investissement n'est pas loué, il n'y a aucun rendement et le montage, il est nul. Voilà. C'était pour ça que je revenais sur ces bases-là. Donc, une fois qu'on a créé ces bases, c'est-à-dire de bien choisir son emplacement et acheter au bon prix, qu'est-ce que je peux faire comme montage juridique sur mon bien? En fait, le montage juridique, juste pour rappel, il est là pour l'organisation de mon investissement. C'est-à-dire que si je veux créer une société, que ce soit une SCI ou une SARL de famille, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, ça vous le verrez avec Cédric pour ceux qui ont des besoins particuliers à ce niveau-là. Mais en tout cas, si je suis tout seul à investir dans un bien immobilier, je n'ai aucun intérêt à créer une société. Une société, elle est là pour régler des règles de vie sur un investissement. Et les règles de vie, elles n'ont de sens que si on est plusieurs. Si je suis tout seul, les décisions, je les prends seul, je n'ai pas besoin de monter une société. Donc déjà, parce que je vous en parle, je sais que c'est pareil, j'enfonce une porte ouverte, mais on a souvent des cas où les gens veulent à tout prix monter une SCI alors qu'ils sont tout seuls pour investir. Ça n'a aucun sens. Si je monte une société, c'est parce que nous sommes plusieurs et qu'on a des règles à mettre en place ensemble pour savoir qui décide de quoi et qui fait quoi dans le suivi de notre investissement. Voilà. Donc la société ou en nom propre, c'est déjà régi par le nombre d'investisseurs sur le bien. Et ensuite, le type de société, si on a une société à monter parce que les règles du code civil ne nous conviennent pas, le type de société sera régi par aussi la nature de la location qu'on va faire. Si je fais une location nue, je suis dans une activité civile, donc je vais monter une société civile. Si je fais une location meublée, je suis dans une activité commerciale et je vais monter une société commerciale. On va le voir plus loin. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais je ne suis pas très clair. Déjà, alors je vous ai posé les bases d'un investissement immobilier, mais je vous ai dit en fait, pour investir, alors si je fais ma résidence principale, le crédit, on va parler du crédit, si je fais ma résidence principale, il est bien évident, aujourd'hui les intérêts d'emprunt n'ont aucun intérêt fiscal sur la résidence principale, ils ne sont pas déductibles, ils ne bénéficient pas d'un crédit d'impôt, donc moins je fais de crédit immobilier sur ma résidence principale, mieux je me porte. Après, on n'a pas tous les moyens de s'acheter sa résidence principale cash, mais le crédit immobilier, il n'a d'intérêt réellement que sur l'immobilier locatif parce que j'ai une déductibilité fiscale de mes intérêts d'emprunt. Donc, il ne faut pas se poser de questions, même si j'ai un apport à mettre dans mon investissement, la banque va pouvoir aussi me demander de le mettre. Si j'ai un apport à mettre dans mon investissement, dans la mesure du possible, je vais éviter de le mettre dans mon crédit. Pourquoi? Dans mon investissement, pardon. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est la déductibilité fiscale. La deuxième, c'est que mon apport, je vais pouvoir le placer à côté et permettre d'une part de le rentabiliser un peu mieux que le coût que j'ai emprunté mon investissement. Et d'autre part, mon apport et mon crédit, ce sont des outils de prévoyance. C'est-à-dire que mon crédit, quand vous faites un crédit à la banque, la banque vous demande de vous assurer sur ce crédit-là, c'est-à-dire que si vous arrivez à un pépin, que vous ne pouvez plus rembourser, si vous êtes décédé, effectivement, vous ne pouvez plus, le crédit est remboursé par l'assurance. Donc, si je n'ai pas mis mon apport dans l'investissement, que je l'ai placé, que j'ai emprunté la totalité, qu'il m'arrive un pépin, un décès, pour être plus clair, j'ai laissé à mes bénéficiaires, à mes ayants droit, et mon épargne que je n'ai pas investi dans l'immobilier, et l'immobilier qui est payé par l'assurance. Donc,
N'oublions pas qu'au-delà de la déductibilité fiscale, le crédit immobilier, c'est un super outil de prévoyance quand j'ai une famille, quand j'ai un conjoint, quand j'ai des enfants et que je me soucie de leur laisser quelque chose. Et on va revenir sur la déductibilité fiscale. Et au-delà du crédit immobilier, je reviens sur l'idée que l'immobilier, il a ses contraintes. Parce que quand j'achète, j'ai 8% de frais de notaire si j'achète dans l'ancien, 3 si je suis dans le neuf. Il a ses contraintes. Je ne peux pas vendre du jour au lendemain. Il faut que je trouve un acheteur. Ce n'est pas liquide comme l'est l'assurance vie, mais il a un taux de rentabilité qui est quand même, avec l'effet de levier du crédit, avec le paiement par une tierce personne, le loyer, il a des avantages, une rentabilité qu'on ne trouve pas ailleurs. Pour vous aider dans votre régime fiscal, alors c'est un peu complexe, j'ai essayé d'être le plus clair possible, mais après, c'est le type de conseil que le cabinet Valetis peut vous donner en individuel ou que Cédric, Sandrine sont à même, ou l'ensemble du cabinet Adhesio sont à même de vous donner. L'idée, c'est juste de vous aiguiller, de vous donner les grandes lignes des différents régimes fiscaux qu'on a à notre dispo, mais il en existe de nombreux avec les sociétés, que ce soit pour votre immobilier d'entreprise, que ce soit pour de l'immobilier locatif en nu, en meublé, etc. Donc j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais aussi d'être assez clair et simple. Donc je disais, soit on investit juridiquement en nom propre, soit on investit en société. Donc je simplifie en nom propre. Soit je fais de la location nue, soit je fais de la location meublée. On a d'autres régimes, on va essayer de simplifier. En phase de location, ma location nue, elle est traitée sous le régime des revenus fonciers. Les revenus fonciers, on a deux méthodes d'imposition. Soit je suis au micro, comme vous pouvez l'être vous en tant que profession indépendante, profession libérale en BNC ou en artisan commerçant en BIC. Vous avez soit le régime micro, soit vous êtes au réel, vous déduisez vos charges réelles. Le revenu foncier, en microfoncier, j'ai un abattement de 30% sur le montant brut de mes loyers et ensuite je suis imposé sur les 70% qui restent, suivant la tranche marginale de mon foyer, entre 0 et 45%, et je suis bien entendu imposé aux prélèvements sociaux de 17,2. Ça, c'est le régime micro. Et je vous rappelle, on est dans les revenus fonciers. Au réel, je vais déclarer mes loyers bruts et je vais déduire mes charges. Mes charges en revenus fonciers sont les intérêts d'emprunt, les frais de gestion, la taxe foncière, tout ça vous devez en connaître une grosse partie, et certains types de travaux, pas tous, sont déductibles. Certains sont déductibles en phase de location, d'autres le sont pour votre revente. Donc, une fois que j'ai déduit mes charges réelles, il me reste un résultat imposable sur lequel je suis imposé dans la tranche marginale d'imposition dans laquelle je me trouve, puisqu'en fait, que ce soit en micro ou au réel, le résultat vient se rajouter à mes revenus du travail net de frais. Pardon. Donc, je suis imposé dans la tranche marginale, dans la tranche marginale et aux prélèvements sociaux. En location meublée, en phase de location, je vais retrouver les deux mêmes régimes, un micro BIC. Alors, pour rappel, je vous l'ai dit tout à l'heure, la location meublée, ça n'est pas une activité civile comme le sont les revenus fonciers et la location nue. Donc, la location meublée est une activité commerciale, donc elle est traitée sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux, comme le sont les artisans et commerçants en France. Donc, ce régime-là, en location meublée, il a aussi son régime micro qui, lui, bénéficie d'un abattement de 50%, et ensuite je suis imposé, comme pour les revenus fonciers, dans ma TMI avec les prélèvements sociaux. Et il y a aussi un régime réel pour la location meublée, où je déduis l'ensemble de mes charges comme en revenus fonciers, mais je vous ai surligné une charge supplémentaire que vous n'avez pas en revenus fonciers, qui est quand même très importante, ce sont les amortissements. Vous achetez un bien immobilier, en revenu foncier, votre achat ne vous sert à rien, hormis pour l'emprunt et les intérêts que vous allez déduire. Vous ne déduisez aucun amortissement en revenu foncier. En location meublée en régime BIC, vous déduisez les amortissements. On va prendre un cas concret, vous investissez dans un bien de 100 000 €. On va dire que vous avez à peu près une assiette terrain dans votre acquisition de 20%. Donc, vous avez 80 000 € que vous allez amortir fiscalement, qui sont les amortissements, sur une durée de 20 à 30 ans. Ça, Cédric vous en dira un peu plus, c'est plus sa partie. Donc, on va avoir une charge fiscale supplémentaire, ce qui va amoindrir la base imposable de votre investissement. Donc, ça augmente la rentabilité par le fait que vous avez moins d'impôts à payer sur la location meublée.
pareil, hein, je suis en train de dire que la location meublée est la panacée pour tout le monde. Elle a ses contraintes et ses avantages. On met en lumière simplement certains régimes. Là, on vient de voir la phase de location. Location en nu, à revenu foncier, location meublée en BIC. En revente, le calcul de la plus-value en revente, il se fait de la même manière que ce soit en location nue ou en location meublée. C'est le calcul de la plus-value des particuliers. La plus-value, elle se calcule. Alors, pareil, j'ai simplifié, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais la plus-value brute, elle se calcule par le prix de cession moins le prix de revient. Le prix de revient, si je dépasse 5 ans de détention de mon bien, il est majoré. Quand j'ai pris l'exemple des 100 000 euros tout à l'heure, mon prix de revient, en fait, il serait majoré de 7,5% pour frais de notaire, donc je serais à 107 500. Et 15% si je le garde plus de 5 ans, mon bien, 15% de travaux. Donc en gros, il faudrait que je le vende plus de 122 000 euros, mon bien, au bout de 5 ans, pour que je commence à je commence à générer de la plus-value réellement fiscale. Hein. Donc, et au-delà de ça, j'ai une plus-value avec des abattements pour durée de détention qui sont complexes, que je vous ai détaillés ici, mais j'ai une exonération d'impôt sur la plus-value au bout de 22 ans d'impôt, hein, de prélèvement forfaitaire libératoire, et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Donc après, vous avez le détail là des abattements. Ce n'est pas super utile d'y revenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que je sois en location meublée ou en location nue, mon calcul de plus-value est le même, je suis au régime des particuliers. Et comme on l'a vu avant, en phase de location, par contre, j'ai une fiscalité qui est très amoindrie par la phase amortissement. Donc la location meublée peut être beaucoup plus rentable si elle correspond à un type de marché. Attention, voilà, c'est pareil, c'est une étude à mener sur votre investissement. Par contre, elle bénéficie davantage que n'ont pas les revenus fonciers. C'est ce que je vous mets dans l'analyse. Vous aurez le PowerPoint aussi. Qu'on soit en location nue ou en location meublée, on fera le même calcul de plus-value. Par contre, sur la phase de location, normalement, on paiera bien moins d'impôts avec de la location meublée. La seule chose, c'est que la location meublée nécessite l'intervention d'un expert comptable comme Cédric et Sandrine. Ça a un coût, il faut juste l'inclure à votre investissement pour voir si ça a sa pertinence. En société, j'ai deux choix. C'est celui de faire l'option pour l'impôt sur le revenu, d'avoir une société transparente, ma SCI ou ma SARL de famille. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail hyper concis, mais essayer d'être assez je vais y arriver, assez objectif. Alors, soit j'opte pour l'impôt sur le revenu, soit j'opte pour l'impôt sur les sociétés. Et je suis en société commerciale ou en société civile, sauf que j'ai une activité commerciale dedans. Quelle est la différence entre les deux? Donc, à l'impôt sur le revenu, en phase de location, ce que je vous disais, c'est que c'est une société transparente. Une société transparente, en gros, si je détiens 20% de la société, je vais déclarer 20% des revenus de la société, déduire 20% des charges. Ça va être exactement le même impact que si j'avais investi en nom propre. Donc, en nom propre, j'aurais eu 20% de BIC si je suis en location meublée, 20% de revenus fonciers si je suis en revenu foncier. Si je suis en location nue, pardon, et donc j'aurai le même taux d'imposition, la même fiscalité que si je suis en nom propre, si je suis à une société à l'impôt sur le revenu. Par contre, si je suis à l'impôt sur les sociétés, là, c'est pas pareil. Le résultat va se calculer par soustraction des charges courantes et des amortissements. C'est-à-dire qu'on revient au même raisonnement que ce qu'on avait sur les BIC. En impôt sur les sociétés, vous connaissez, je pense que vous êtes plus ou moins tous en société, vous déduisez de votre résultat l'ensemble des charges qui sont liées à votre activité. Pour votre investissement, ce sera pareil, vous allez déduire l'ensemble des charges liées à votre investissement et au-delà de ça, vous allez déduire les amortissements, c'est-à-dire un pourcentage de votre investissement immobilier. Derrière ça, ça va vous dégager un revenu, un résultat imposable, sur lequel vous allez être imposé au taux d'IS réduit de 15% jusqu'à 38 120 €, puis 28, alors là c'est une coquille puisqu'on est à 26,5 aujourd'hui, et on a une prévision à 25% d'ici 2022.
Ne pas oublier, je vous ai dit tout à l'heure, sur une société transparente, je paye mon impôt, mais je paye mon impôt et l'argent est dans ma poche. Sur l'impôt sur les sociétés, j'ai un impôt réduit de 15%. Par contre, l'argent est encore dans la poche de la société. À ce stade, je ne bénéficie pas de l'argent. J'ai effectivement payé moins d'impôts. Je suis à 15, hormis si je suis à un taux à 0% en revenu foncier. Sinon, à 15, normalement, j'ai payé un peu moins d'impôts que si je l'avais fait en nom propre. Et j'ai passé des amortissements. Mais l'argent est encore dans la société, c'est elle qui a payé son impôt, c'est la société qui a payé son impôt, et l'argent est encore dans la société pour que je puisse m'en servir. Vous le savez, soit je vais sortir de l'argent de mes comptes courants d'associés, soit je vais devoir me servir des dividendes. Donc j'ai une double fiscalité dont il faut tenir compte quand je fais le choix de ce type d'investissement. À la revente, à l'impôt sur le revenu, c'est exactement la même chose que si j'étais en nom propre. Je vais payer mon impôt sur la plus-value, que ce soit en BIC ou en revenu foncier. À l'impôt sur les sociétés, par contre, la plus-value imposable lors de la cession, elle va être calculée par la soustraction entre mon prix de vente et mon prix d'acquisition minoré de mes amortissements. C'est-à-dire que là, contrairement au BIC tout à l'heure, n'hésitez pas à me poser des questions si je ne suis pas clair, contrairement à tout à l'heure, mon prix de revient, j'ai acheté mon bien 100 000 €, j'ai amorti mon bien pendant une quinzaine ou vingtaine d'années, mon prix de revient ne sera pas de 100 000, il sera de 100 000 moins l'ensemble des amortissements que j'ai passés. Donc l'impôt sur la plus-value lorsque je suis en impôt sur les sociétés, en fait, c'est lui qui va réellement, normalement, impacter la rentabilité de mon investissement, impacter de manière négative. La seule chose, c'est que les amortissements que j'aurai passés pendant toute la durée aura permis à la société de payer beaucoup moins d'impôts, de faire beaucoup plus de trésorerie et donc d'assumer la fiscalité que j'aurai sur la plus-value à la revente. Et normalement, mais ça c'est pareil, je ne fais pas la panacée de l'impôt sur les sociétés, c'est chaque cas est particulier. Normalement, la rentabilité, dans la mesure où j'ai généré moins de cash sur la durée, enfin j'ai généré plus de cash dans la trésorerie de la société, mais moins de payé de fiscalité, normalement j'ai une rentabilité plus importante avec l'impôt sur les sociétés, à fiscalité actuelle bien sûr, sachant qu'on est dans un pays où la mouvance fiscale est de règle, donc qu'est-ce qu'il en sera demain ? À voir. Donc en conclusion, je vous disais, l'immobilier, ça reste le support d'investissement le plus rentable. Il faut quand même bien étudier. Si j'ai 200 € par mois, je vous prends un exemple, si j'ai 200 € par mois à mettre dans un investissement et que je peux en avoir besoin à court terme, l'immobilier, ça ne reste pas le support d'investissement le plus à privilégier. Donc c'est un support d'investissement le plus rentable, mais il a ses avantages et ses inconvénients. Ce que je vous mettais, c'est que dans les simulations qu'on effectue au sein du cabinet, l'IS demande beaucoup moins de trésorerie à long terme. Il a une fiscalité très importante sur la plus-value. Par contre, c'est celui qui génère le TRI le plus important. Mais voilà, ça n'est pas, c'est pas une règle absolue. Que ce soit Adesio ou nous ou tout autre conseiller reste à votre disposition pour en parler, pour voir votre cas particulier, parce que ça dépend de votre TMI, ça dépend de votre situation patrimoniale, ça dépend de la rentabilité de l'investissement et des conditions auxquelles vous allez emprunter. Merci de votre écoute. J'espère que j'ai été assez clair et on va répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. À toi, Cédric. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, Christopher. Donc, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Donc, un petit rajout. Donc, dans tous les cas, sur la partie amortissement, sur les locations meublées, le terrain, on doit toujours dissocier dans un appartement, par exemple, toujours une valeur de terrain qui doit être sortie, comme il vous a dit Nicolas. Donc, l'administration fiscale demande que ça soit au minimum 15% et selon les lieux, ça peut être plus important. Donc, et après, on a la durée d'amortissement du bien et en moyenne, entre 20 et 30 ans, souvent on prend, s'il y a un appartement, 25 ans, ce qui nous permet d'être dans les clous au niveau de l'administration fiscale. Est-ce que vous avez des questions?
Alors le support, c'est un peu compliqué avec les visios parce que c'est vrai que il n'y a pas l'échange qu'on peut avoir en présentiel. De toute façon, la seule constante, c'est la diversification. Donc, ce que Nicolas vous a présenté, bien sûr, tout le monde est au courant et c'est une façon de développer son patrimoine pour être tranquille à la retraite. Le plus important, c'est bien sûr votre activité professionnelle et une retraite supplémentaire par capitalisation peut être intéressante dans un esprit de diversification. On est bien sûr, chaque cas est totalement différent, donc on est disponible s'il y a besoin, et bien sûr, je pense que Cédric est largement disponible pour ces sujets-là. Et bon, on s'excuse un peu de notre présentation qui pouvait être un peu, on va dire, pas indigeste, mais c'est compliqué de faire simple sur des sujets aussi compliqués. Voilà. D'autant plus en visio. Oui, mais bon, on a les contraintes sanitaires qui nous obligent à faire en visio, mais je pense que la vidéo, elle sera disponible sous nos réseaux sociaux et on vous mettra le lien pour que vous puissiez y accéder. Et si vous avez des questions ou autres, dans tous les cas, on va remettre les coordonnées de Nicolas Coutet et de Christopher et du cabinet Valétis. Et toute l'équipe d'Adebio, de toute façon, est à votre disposition si vous avez des questions ou autres. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va terminer la session et on vous remercie tous de votre présence et on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup, c'était très bien. Merci, Bonne journée. Merci. Merci. Ciao Cédric, merci.